BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coineau. Et avec Taïkris ce soir, l'entrepreneur. Taïkris, bonsoir. Bonsoir. Et Elsa de retour avec nous. Rebonsoir Elsa. Bonsoir. Vous êtes Rue Gillot, donc de BFM Tech, c'est ça hein? Oui, c'est ça, BFM exactement. Tech, voilà. Taïkris, on te représente quand même. Tu ne viens pas tous les soirs, malheureusement, mais c'est vraiment beaucoup de choses à faire. Donc, très gentil de m'inviter. Sportif de haut niveau, l'animateur, le participant à la télé-réalité. Voilà, tu avais sauté du premier étage de la Tour Eiffel, saut de l'ange aussi à Montmartre, je crois. Exactement. Voilà. Et entrepreneur aujourd'hui, donc avec on-off. Depuis déjà 5 ans, ça fait déjà pas mal de temps et c'est une aventure. Je me rappelle ta première levée de fonds, mais qui se fait généralement avec des VC, et toi tu l'as fait tout seul. Hein. Je l'ai fait tout seul parce que personne, à juste titre, voulait me suivre. C'était combien, 1 million ? Alors 1 million, mais finalement j'ai réussi à convaincre 130 amis en quelque sorte qui m'ont prêté à 130 10 millions. C'est comme ça que ça m'a permis d'avancer pendant les 4 premières années, avant enfin que les fonds d'investissement se disent il y a une pépite qu'on est en train de construire et ils sont rentrés à bord. C'est un opérateur virtuel. Exactement. En gros, donc tu n'as pas d'antenne, tu n'as pas de. En fait, c'est même. Mais tu as plein de numéros. En fait. Voilà, c'est une application qui est téléchargeable sur l'Apple Store et Google Play qui se permet en un clic d'avoir un deuxième numéro, un numéro pro, un numéro pour le Bon Coin, un numéro rencontre, un numéro même étranger. Donc, pas besoin d'avoir une deuxième carte SIM. Rien qu'en téléchargeant l'application on-off, on s'attribue une deuxième ligne et on peut l'utiliser à volonté, SMS, appel, etc. C'est gratuit le premier numéro et après. Alors, on a un numéro test, mais en réalité, dans le numéro, si on veut vraiment l'utiliser en illimité, il est payant, mais c'est 3,50 €, appel, SMS illimité, donc c'est pas. Et si c'est un numéro américain, je suis reconnu comme un téléphone américain. Exactement, ça veut dire que c'est local pour les deux personnes, c'est-à-dire que les Américains vont voir un numéro américain qui les appelle, ils vont pouvoir rappeler au prix local ou faire du SMS au prix local. Donc pour les sociétés françaises qui veulent en quelque sorte faire croire qu'ils ont une antenne aux États-Unis, c'est juste magique parce qu'il y a un vrai numéro américain et eux, ça leur coûte juste des appels locaux en France, quoi. Bon. C'est très simple. Et tu t'offres une grosse campagne de pub en ce moment, télé, métro aussi, il y a des stations où on voit que toi. Là, par exemple, la station Trocadéro, c'était un petit clin d'œil vu que j'avais grandi en faisant du roller au Trocadéro, mais c'est surtout que voilà, ça faisait 5 ans qu'on construisait la technologie, il fallait vraiment des millions et des années pour avoir un opérateur mobile mondial et une technologie enfin qui marche et qui est stable, et donc maintenant il faut la faire connaître, et donc c'est pour ça on va cette année investir beaucoup de millions d'euros finalement en marketing pour faire connaître le produit. Bon, on va parler de telco ce soir, ça tombe bien donc avec toi, de 5G, de Huawei et tout ça. Ouais. Apple c'est un peu les telcos, hein, même si c'est vrai qu'hier le buzz il a surtout été fait, enfin je sais pas ce que tu en as pensé toi Elsa, mais par la carte bancaire, une carte Apple, l'Apple Card, qui servira, qui passera on va dire par le service Apple Pay qui existe déjà. Mais là, on a l'impression quand même il passe la deuxième, voire la troisième vitesse. Là. Oui, c'est la plus grosse surprise de la soirée, finalement. Et c'est un second pas, justement, d'Apple vers les services financiers. Ils suivent un peu les pas de Revolut, N26, qui sont des sociétés qui datent de 2-3 ans et qui promettent des cartes bancaires à utiliser. Cartes bancaires souvent gratuites, l'aspect aussi agrégateur de comptes, tu peux mettre tes autres... qui permettent de suivre nos dépenses au quotidien, de voir de quelle façon elles se répartissent, et qui aussi promettent du cashback sur lequel Apple a mis l'accent hier. Et en fait, ce qu'a présenté hier Apple, c'est à la fois une carte virtuelle qu'on peut utiliser et qui se combine avec l'application Wallet, et également une carte physique en titane, très épurée selon le design d'Apple. Ce qui était impressionnant avec la carte en titane, c'est que il n'y a pas le CV, les 3 chiffres au dos, il n'y a pas de PIN, c'est-à-dire que c'est... rien. Ça figure les noms et prénoms en fait du voilà. C'est vraiment, ils sont en train de casser le modèle là-dessus. On va voir comment déjà les banques vont l'accepter. Est-ce que ça va arriver partout? Parce que l'Apple Pay aujourd'hui, je crois pas que toutes les banques françaises le proposent. Donc c'est pas encore le cas. Voilà, c'est pas encore le cas. Donc c'est vrai que c'est super cette présentation qu'ils font, mais est-ce que ça va aller dans tous les pays? Ça, on ne le sait pas encore. Ça se lance là cet été aux États-Unis. C'est d'abord le marché, j'imagine, qu'ils vont privilégier. L'aspect cashback, ça existe un petit peu en France. C'est pas forcément dans notre culture. Et puis, vu les frais interbancaires, etc. Rembourser parce que le cashback c'est ça, très clairement, je dépense 100 €, on va me redonner 1, 2, 3 €. Bien sûr. C'est un peu, où est le business model en fait, l'entrepreneur, c'est même pas... Il n'y a pas de frais, il n'y a pas de commission, etc. Comment ils vont gagner de l'argent? En fait, c'est qu'ils révolutionnent l'usage, ils sont en train d'améliorer l'expérience utilisateur. On va dire c'est la même chose finalement que dans les telcos. Ouais. Tous les acteurs existants ont
perdu le train parce qu'ils ne font pas quelque chose qui est plus simple, plus pratique. Et Revolut, c'est un très bon exemple. Revolut, moi, je l'utilise tous les jours, mais l'expérience utilisateur est extraordinaire. Donc, en fait, ce que fait Apple, c'est qu'ils sont en train... On va manger Apple, on va avoir du Apple partout. Revolut, c'est l'anglais, c'est la plus grosse fintech... une des plus grosses fintech mondiales, c'est anglais, et N26, c'est l'équivalent allemand, pour faire simple, quoi. Voilà. Et surtout, aujourd'hui, Apple, peut-être, ils disent qu'il n'y a pas de commission ou quoi que ce soit, mais une fois qu'ils ont accaparé tous les clients, ils vont sûrement augmenter des commissions avec les vendeurs derrière, c'est-à-dire que d'abord, on fait du gratuit pour gagner le marché. Déjà, oui, le commerçant, tôt ou tard, il paiera, lui. Hein. Exactement. Ouais. Donc d'abord, on prend le marché, et une fois qu'on a le marché, après, c'est trop tard. Mais il paye déjà. Il paye avec Visa, il paye avec Mastercard, il paye avec HSBC, enfin, il paye déjà. C'est vrai, ils payent déjà. Mais là, je crois, en tout cas, d'après ce que j'ai vu sur Apple, ils sont en train d'annuler un certain nombre de frais et essayer de révolutionner le truc. Mais je pense qu'ils essayent simplement de prendre le marché. Ils arrivent très tard après tout le monde, donc forcément, enfin après beaucoup de gens en tout cas. C'est vrai, mais quand on voit les banques sont malheureusement à la rue. Est-ce que quelqu'un d'entre nous utilise tous les jours une application d'une de nos banques, navigation, etc. C'est pas pratique, c'est une cata. Ouais. Alors après, ils ont aussi beaucoup de contraintes de sécurité qu'ont pas forcément encore les fintechs. Voilà, en fait, c'est même pas une histoire que de sécurité, c'est une histoire de régulation. On le voit bien avec Revolut. Revolut a augmenté leur niveau de licence bancaire dernièrement, justement, ils ont eu un niveau au-dessus. Donc, ce qui est étonnant, c'est que pour l'instant, Apple le fait en partenariat avec Goldman Sachs. La vraie stratégie à long terme à faire, je pense, c'est prendre eux-mêmes comme Revolut des licences bancaires partout dans le monde pour avoir une vraie indépendance. Sinon, ils vont se retrouver à chaque fois dépendants des banques et les banques vont pas ouvrir. C'est pour ça qu'Apple Pay n'est pas ouvert en France sur toutes les banques. Donc plutôt séduit par l'Apple Card, même si on ne sait pas déjà si ça va se lancer en France et comment ça marchera chez nous, quoi. Oui, on ne sait pas encore si ça va se lancer en France, mais les gens ont tendance à être assez critiques vis-à-vis d'Apple sur le fait qu'ils ne donnent pas de date de lancement de tel ou tel service dans tel ou tel pays. Mais en fait, on a tendance à oublier que, par exemple, Apple Pay, ça avait été lancé en octobre 2014, ça a mis 2 ans à se lancer en France, mais ça n'empêche pas après de connaître le succès foudroyant que ça a connu. Donc oui, en général, ça prend du temps. Tu dis foudroyant, mais on n'a pas de chiffres. Toi, tu as l'impression que ça fonctionne très bien, quoi. Je vois pas mal de personnes l'utiliser. Ouais. Après, peut-être que je suis dans un moment particulier. Non, le produit Apple Pay, c'est sûr qu'il est extraordinaire, mais c'est voilà à quelle vitesse ils vont arriver à déployer partout, quoi. Bon, dans l'actu également cette semaine, même aujourd'hui, là, c'est McDo qui croque dans le big data à plein temps, sans mauvais jeu de mots. Alors c'est quand même 300 millions qui déboursent. C'est pas énorme quand on s'appelle McDo, mais c'est quand même pas une big tech McDo. Évidemment, t'as écrit, t'as suivi cela. Et le big data. C'est quand même assez tech finalement McDo. Quand tu arrives aujourd'hui dans un McDo, tu te retrouves face à une borne, c'est assez rapide, ça fonctionne bien. Ah, bien sûr. De toute façon, maintenant, l'intelligence artificielle et tout ce genre de choses va arriver dans notre quotidien de plus en plus. C'est quelque chose on n'imaginait pas ça il y a quelques années en arrière. Et ben on voit que McDo, en mettant cette big data, arrive à prévenir, à prévoir un coup à l'avance, presque ils vont savoir quand on va se prendre un McDo avant que même nous on en ait envie. Voilà, et ça va arriver dans tous les domaines. Et c'est vrai que le fait que McDo s'y mette, c'est une preuve. Voilà, ça y est, c'est partout, même dans le food. Même. Tu peux imaginer que là demain, avec leur kiosque qui t'accueille là dans le hall, je sais pas, on te reconnaisse, on dit tiens, ça c'est Chris. Voilà, il fait attention à lui, il propose, je sais pas, des sucres lents, une Evian plutôt qu'un Coca. Bien évidemment, et en même temps, par rapport aux tranches horaires, ils ont un coup de speed entre midi et 2, ils savent que les Big Mac, ça va prendre trop de temps à fabriquer, et donc sur leurs applications, ils vont te pousser le cheeseburger ou je sais pas quoi qui est plus rapide. Donc c'est un mélange spécialement pour la personne et également par rapport à la météo, à ce qui marche, etc. Il y a plein de facteurs qui rentrent en cause. Bon, ils l'ont testé visiblement à cette boîte et ils ont eu un coup de cœur. Même si on nous dit oui, ils vont rester indépendants, les Israéliens, etc. Ils vont continuer à travailler avec d'autres clients et pour d'autres nouveaux clients. Voilà, ils leur mettent le grappin dessus et c'est pour accélérer leur business, très clairement, Elsa. Oui, c'est pour donc tester ça dans toutes les enseignes américaines, après à l'international et aussi sur d'autres, pas que sur les bornes Drive, mais aussi en interne. Et voilà, on est vraiment dans l'ère de la personnalisation, c'est quelque chose qui se fait
voilà, même dans les fast-food et auxquels on va devoir s'habituer. Après, c'est étonnant. Je ne sais pas exactement comment fonctionnera l'outil, en quoi il pourra recommander des menus en fonction de la météo, parce que c'est quelque chose qui est revenu régulièrement, mais je ne vois pas exactement l'incidence que ça peut avoir sur... Je pense que nous, aujourd'hui, on ne le voit pas, mais leur calcul a été vite fait. Les 300 millions, ils ont dû voir sur les tests qu'ils ont vus l'amélioration du petit euro qui gagne par-ci et par-là, et finalement, les 300 millions qu'ils ont payés, ils savent qu'ils vont le rembourser très, 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 très rapidement. Mais après, on peut aussi se poser la question de savoir si nous, en tant que consommateurs, on a envie forcément d'avoir une offre personnalisée quand on va chez McDo. Est-ce qu'on n'est pas en mesure aussi de choisir un petit peu ses menus? En quoi est-ce que ça apporte quelque chose par rapport aux autres restaurants, aux autres concurrents? Ouais. Bon, de toute façon, la concurrence risque de leur emboîter le pas. Hein. Alors, ils vont pas racheter oui, a priori, Dynamic Yield, c'est le nom de cette boîte, mais ils vont aussi, comme tu disais, c'est le Graal, le big data, on veut être client-centrique. Amazon montre aussi l'exemple de toujours s'adapter, sur les prix également, en fonction de l'offre, la demande, etc., d'avoir la meilleure offre au meilleur moment. Bon. Bien sûr. Bon, après, le temps est compté aussi. On est dans un monde où on est harcelé de marques, d'achats. Toute la journée, on doit acheter. Donc finalement, si ce que les marchands nous proposent sont un peu plus adaptés, peut-être on aura une meilleure sensation, mais on se sentira aussi à la fois très très manipulé. Donc c'est leur plus grosse acquisition quand même. Ils n'ont pas l'habitude McDo depuis une participation dans le Chipotle Mexican Grill il y a 20 ans quasiment, donc 98, 99. Donc pour eux, c'est pas tous les jours quand même de sortir la carte bleue là. Mais voilà, en même temps, comme tu dis, je t'écoute avec Chris, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'ils sont, pour le coup, McDo tellement harcelés aussi. Il y a rappelez-moi, c'est qui, enfin toutes ces chaînes là Five Guys, il y a Burger King évidemment, enfin tous les bien sûr. les moins connus. In-N-Out. À Paris, voilà le In-N-Out, voilà, enfin t'en as plein de In-N-Out. Cogent à Paris, bon c'est pas du burger, mais quoi qu'il arrive, ils sont, on le voit même sur leur pub McDo dernièrement, ils sont devenus très green. C'est-à-dire que c'est des burgers et les pubs, même l'enseigne, etc. est devenue très nature, très etc. Donc on voit bien que ça veut dire que les gens se dirigent beaucoup plus sur de la bouffe de bien meilleure santé comme des... En même temps, j'ai jamais compris quoi. Si tu vas chez McDo pour manger une salade et finir par un yaourt Danone, parce que c'est quand même aussi. Je sais. Enfin, je sais pas, autant rester chez soi ou aller ailleurs, j'en sais rien. Mais bref. Les courtes pauses, trêve de plaisanterie, 21h15. Enfin, voilà, vous en porterez ce que vous voulez. Dans un instant, on va parler de la 5G avec Huawei qui a dévoilé aujourd'hui 2 nouveaux téléphones, visiblement un aussi qui nous fait de très très beaux zooms avec des prix intéressants. Ça démarre entre 800 et 1000 euros. Donc on n'a plus rien du tout à envier à Samsung ou Apple, qu'on critiquait, rappelez-vous, il y a 1 an ou 2 quand ils sortaient un téléphone à 1000 euros en disant mais là ils sont complètement dingues, personne n'achètera ça. Visiblement même les Chinois se sont positionnés sur ce segment haut de gamme. Et puis la 5G, puisque quand on parle de Huawei on pense surtout à la 5G en Europe. Est-ce que les taux se resserrent ou est-ce que Bruxelles pourrait à l'inverse desserrer et dire aux Américains non, si on a envie si les Allemands, les Français, j'en sais rien, veulent faire du business avec Huawei pour accélérer dans la 5G, on les laissera faire. C'est pas gagné, mais c'est peut-être la voie qu'on pourrait prendre. On en parle dans un instant. BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coineau. L'actu tech invue par ce soir Elsa Trujillo de BFM Tech et Chris, l'entrepreneur à la tête de On-Off depuis 4-5 ans maintenant. Ouais. Donc, tu t'es plus que lancé dans les télécoms. La 5G, on en parle, ça tombe bien. Avec Bruxelles qui lance son plan d'action pour sécuriser cette nouvelle norme qui est censée avoir plein d'applications B2B, mais in fine aussi ça profitera aux consommateurs. C'est la voiture autonome, c'est la santé, on peut dire, imaginer la chirurgie à distance, etc. Elsa, là, qu'est-ce que nous dit la Commission ce soir sur la 5G? C'est un coup de bière à 3 bandes, c'est-à-dire qu'on parle aux Américains en disant laissez-nous, on envoie un message aux Chinois et puis on parle aux États membres en disant grosso modo c'est quand même vous qui allez vous en occuper. Oui, le message principal, c'est qu'on bannit pas de fait les constructeurs chinois du déploiement des réseaux 5G en Europe, alors même que les États-Unis mettent une pression grandissante pour qu'on agisse de la sorte. Les États-Unis eux-mêmes ont procédé à l'exclusion de Huawei du déploiement de leur réseau 5G. C'est aussi le cas pour la Nouvelle-Zélande, pour l'Australie, tous les pays alliés. Et l'Europe essaie de tirer un peu son épingle du jeu dans ce conflit sino-américain.
Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Bruxelles a déclaré, grosso modo, que ce sera à chaque État d'évaluer le niveau de menace lié à la 5G. Quand on parle de 5G, en fait, ce qui est reproché à la 5G, c'est que on a peur qu'il y ait de l'espionnage de la part du gouvernement chinois, étant donné que Huawei est censé être proche du gouvernement chinois, même s'ils ils l'ont démenti à plusieurs reprises, et que justement, on perde aussi toute notre souveraineté par rapport à la Chine et par rapport au déploiement de ce réseau-là. Ça fait des mois que Washington fait pression sur nous, mais c'est vrai que peut-être la goutte qui a fait déborder le vase, c'est qu'un jour, quand directement ils se sont pris aux Allemands en disant non, là, il faut vraiment que vous interdisiez les équipements, les cœurs de réseau chinois dans le déploiement de votre 5G, sinon ça va pas le faire, quoi. Alors, en Europe, on reste quand même inquiet par rapport à ça. En septembre dernier, il y avait une note de la Commission européenne qui avait fuité et qui mentionnait la présence de backdoors, c'est des portes dérobées, éventuellement dans les réseaux 5G chinois. Mais ce qu'on essaie de faire, en France comme en Allemagne, c'est d'adopter une position pragmatique par rapport à cet acteur-là et de ne pas le bannir directement. Et ce qu'il faut savoir par rapport à la semaine dernière, c'est que l'Allemagne a refusé d'exclure Huawei et qu'en fait, c'était l'ambassadeur américain en Allemagne qui avait envoyé un mail au ministre de l'économie en lui disant que si jamais ils acceptaient Huawei dans le déploiement de leur réseau 5G, ils allaient ne plus coopérer sur le plan du renseignement, ce qui était quand même une pression extrêmement forte de leur part. Taïg, comment tu regardes ça, toi? Alors, c'était dans les telcos, t'es côté opérateur virtuel, donc tu n'étais pas directement concerné, mais évidemment, mais vu qu'on a fabriqué nous-mêmes notre propre soft switch, comme on appelle, donc bien sûr qu'on est à fond là-dedans dans la connexion, etc. Il faut vraiment voir si ces backdoors, c'est vrai que si ces backdoors ont été trouvés dans le code, etc. C'est clair que ça fait peur, mais de toutes les façons, je pense que tous les pays, en quelque sorte, espionnent un peu tous les pays. Donc c'est une guerre à la fois politique, c'est vrai que technique, mais c'est aussi en quelque sorte une guerre de génie. Normalement, si chaque État fait vraiment bien son boulot et regarde vraiment dans le code et fait extrêmement attention, normalement, il devrait bloquer avec des vraies raisons, quoi. Bloquer justement parce que c'est uniquement la Chine ou quoi que ce soit, je trouve ça dommage. Il faut vraiment voir s'il y a eu un problème dans le code, quoi. Bon, oui, pour l'instant, voilà, on les a pas surpris avec les mains dans le pot de confiture. Hein, oui, c'est des suspicions, c'est voilà, une suspicion. Et à l'heure actuelle, surtout, Huawei est l'acteur le plus avancé pour déployer ce réseau en Europe. Nous, on a 2 acteurs européens que sont Nokia et Ericsson qui sont à même de faire ça, mais pour des coûts qui sont a priori supérieurs et sur un temps beaucoup plus long. Et l'Europe a quand même essayé je crois que c'était 500 millions d'euros, une enveloppe de 500 millions d'euros qui a été octroyée à Ericsson en août dernier pour essayer de lui donner quand même sa chance face à Huawei et face à ce constructeur chinois, mais on ne sait pas du tout si ce sera suffisant. Et non. 500 millions d'euros, ça paraît dérisoire par rapport à l'investissement. Voilà. Oui. Forcément, ça peut ne pas le faire. Bon, Huawei qui est dévoilé aujourd'hui, hein, décidément, il communique à leur corps défendant et il communique officiellement, volontairement. Là, il y a déjà d'ailleurs des publicités qui tournent. Hein. Donc sur le P30 et le P30 Pro, il y a même des lunettes connectées qui sont présentées en keynote. Là, comment t'as regardé ça, toi, Elsa? Huawei est très fort dans le développement de la 5G a priori, mais aussi c'est le deuxième constructeur de smartphones, le deuxième vendeur de smartphones en Europe. Et cet après-midi, ils dévoilaient encore une fois en grande pompe leur smartphone. Derrière Samsung et donc devant Apple. Oui. C'est ça? Oui. C'est dingue, ça, quand même. C'est la guerre. Ouais. Après, quand on voit tous ces téléphones, maintenant, ils se ressemblent de plus en plus. Hein. C'est assez incroyable. Quand j'étais justement au World Mobile Congress dernièrement, on voyait... C'était à Barcelone, il y a 3 semaines, un mois. Ouais. Il y a 3 semaines, un mois. Tous les téléphones chinois, en gros, c'est un iPhone qu'on a dans la main. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont tous le petit métal à côté, sur les bords. Les écrans, de toute façon, ils sont fournis par Samsung, en tout cas pour la plupart des cas. Donc finalement, on a vraiment l'impression d'avoir ça. Beaucoup sont assemblés par Foxconn. Exactement. En Chine, voilà, exactement. Et finalement, il n'y a pas de grande innovation dans ces téléphones. C'est vrai qu'une caméra est un petit peu mieux là-dessus. Il y a 3 caméras au lieu de 4 ou 4 caméras, etc. Mais il n'y a pas encore une nouvelle grande innovation là-dessus. Et j'attends. Alors, il y a les téléphones flexibles que j'ai testés justement à Barcelone. Celui de Samsung? Alors, celui de Samsung, non. Il était derrière une vitre. On ne pouvait pas le toucher. Ouais. Ça prouve bien qu'il n'était pas prêt techniquement. Mais il y en a un d'une autre marque chinoise qui doit être un des fabricants que j'ai pu tester, que j'ai pu avoir dans la main. Et quand on l'a dans la main, on voit que techniquement, c'est vraiment pas prêt. Donc, bon, ces téléphones, ok, ils sont super, les Samsung, les Huawei, les iPhones, mais il n'y a pas encore de révolution technologique là-dessus. Sûrement les flexibles, mais ça sera, je pense, plus l'année prochaine.
C'est pour ça qu'Apple aussi va vers les services. Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles voilà, y a plus on n'arrive plus à réinventer la roue tous les ans. Elsa, je t'ai coupé là sur les téléphones de Huawei. Non, mais après, moi, je voulais rebondir sur la révolution technologique. Là, c'en est pas une, mais la plus grosse surprise des annonces Huawei cet après-midi, c'est le dévoilement de lunettes connectées qui permettront de remplacer le kit main libre. Donc, en fait, c'est pas du tout des lunettes connectées à la Spectacles de Snapchat. C'est pas du tout la même chose. On peut pas enregistrer de photos ni de vidéos avec ces lunettes-là. On peut passer des appels et en fait, avec une solution d'intelligence artificielle, le son s'ajuste de façon automatique pour qu'on soit le seul à entendre la conversation et que le son ne fuite pas à côté. Et c'est également doté d'une connexion Bluetooth. En revanche, le prix n'a pas été annoncé à l'heure actuelle. Donc c'est pas encore commercialisé, quoi. Non, dans les prochains mois. Oui. Prototype. Et puis, tiens Elsa, je te laisse la main aussi là-dessus, sur cet aéroport chinois, puisqu'on parle d'eux. Tu as une reconnaissance faciale qui peut te permettre d'avoir les infos là, sur si ton vol, par exemple, est annulé ou retardé. Alors c'est une personne qui allait prendre son vol dans l'aéroport de Chengdu qui s'est rendu compte de ça. Il est passé devant une borne et il s'est présenté. C'est une petite ville avec 30-40 millions d'habitants, quoi. Oui, de la province du Sichuan. Ouais. Oui, c'est quand même assez connu. Et qui a remarqué qu'en passant son visage, on lui donnait des informations sur son vol, sur la porte à emprunter, mais de façon pas forcément plus rapide que ce qu'il aurait pu faire en scannant son billet ou en scannant un QR code. Mais en fait, c'est plus une démonstration de force. Bon, évidemment, plein de gens ont commencé à crier, on appelait à Black Mirror ou alors au roman d'anticipation en 1984. En réalité, c'est plus pour montrer les capacités de la reconnaissance faciale. Et c'est une technologie qui se développe extrêmement rapidement en Chine et ça devient vraiment un laboratoire d'expérimentation de ça. Après, ça s'invite peut-être un peu trop dans tous les pans de la vie des Chinois à l'heure actuelle. Et là, c'était peut-être le pas de trop qu'il ne fallait pas montrer en ligne. Mais c'est vrai que dans le pays, ça sert notamment à récolter des images qui après vont être analysées pour donner une note dans ce système de crédit social dont on parle beaucoup en Chine, qui permet d'accéder à tel ou tel service, à des billets de train, à des billets d'avion, ou de ne pas y accéder si on a une mauvaise note. Oui, chaque année, là, il y a des millions de gens qui ne peuvent pas voyager, qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants dans telle ou telle école, ou eux-mêmes devenir fonctionnaires parce que voilà, ils n'ont pas la bonne note. Après, on s'inquiète du déploiement de la reconnaissance faciale dans les aéroports chinois. C'est des images qui sont assez marquantes, mais il ne faut pas oublier que ça arrive aussi en Europe. Dans plusieurs aéroports européens, il y a un détecteur automatique de mensonges qui va être mis aux frontières. Et dans les aéroports de Nice, qui est une ville très avancée en matière de reconnaissance faciale, mais aussi à Orly, il y a des bornes qui sont déjà chargées de fluidifier le contrôle aux frontières en reconnaissant simplement le visage des gens. De toutes les façons, on peut difficilement aller contre ça. Aujourd'hui, on a déjà notre reconnaissance faciale à travers notre iPhone, nos empreintes à travers notre téléphone, partout, etc. Donc, de toutes les façons, les dérives sont beaucoup plus humaines. La technologie est faite pour nous faciliter la vie et ça va aller de plus en plus dans ce sens-là, mais on va perdre notre vie privée. Ce qui est important, c'est les gens qui vont contrôler en quelque sorte cette vie privée. Et là, c'est en quelque sorte un petit message pour les politiques qui doivent très très vite faire passer. Alors en France, on a la CNIL, on a plutôt les plus propres là-dessus. C'est clair. Mais du coup, ça va plus se jouer là-dessus, parce que si on laisse la liberté totale à toutes ces sociétés à utiliser nos datas, donc il faut vite que les politiques se mettent, et je parle clairement pas de la France parce que on est bien en avance là-dessus. Mais L'Europe avec RGPD. Voilà. Ça c'était super. Ouais. Ça c'est clair que c'était super, parce que ça, pour la première fois, l'Europe a fait obliger en quelque sorte toutes les boîtes américaines à se mettre à jour, et ils n'ont pas trop eu le choix, parce qu'il y a eu et européenne aussi, j'imagine qu'On-Off maintenant est bien sûr by design. Non, ça cela va de soi. Nous on s'est mis évidemment à jour, et toutes les sociétés européennes, mais pour que les Américains se mettent à jour, ça prouve qu'il y a eu vraiment une com suffisamment importante et que c'était suffisamment important pour que tout le monde suive, quoi. Donc ça, c'était une belle message, Taïk, c'est de dire la tech, de toute façon c'est le sens de l'histoire, on ne peut pas aller contre, on ne va pas l'interdire, la freiner, mais encore faut-il qu'elle tombe entre de bonnes mains, quoi. Voilà, et qu'elle soit bien gérée, parce que les dérives sont toujours humaines. Taïk Riss et Elsa Trujillo étaient nos invités ce soir. Elsa, qu'on retrouvera dans une dizaine de minutes maintenant pour ton regard sur l'actu tech du jour. Courte pause, 21h30 dans un instant. Jean-Christophe Roisset aux commandes du journal. À tout de suite. On est là jusqu'à 22h. Bonne soirée si vous nous rejoignez.